Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors les commerçants, les e-commerçants n'avaient encore jamais vu ça. Le patron de Google s'est déplacé sur un événement important du retail, un événement mondial. Pourquoi? Eh bien pour présenter à tout cet écosystème son nouveau standard pour le commerce par agent IA, le commerce agentique. Alors que révèle ce déplacement? Qu'est-ce que ça nous dit de la place que veut prendre Google dans ce domaine? Comment les chatbots IA vont changer finalement nos expériences d'achat? Quels sont les acteurs les mieux placés aujourd'hui et puis comment le retail doit se préparer? C'est le sujet à la une aujourd'hui de Smart Tech. Mais d'abord, je vous propose qu'on s'intéresse au développement d'un Internet solidaire. C'est tout de suite l'interview en ouverture. Bonjour Serge Abitboul, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite à l'INRIA, que vous êtes membre du laboratoire d'informatique de l'ENS et surtout le nouveau président de la fondation AFNIC. AFNIC, on connaît pour gérer les noms de domaine .fr et puis toutes ces extensions qui vont avec. La fondation, dites-nous quelques mots. Quelle est la mission de la fondation AFNIC? Alors la mission est extrêmement glorieuse, c'est de réduire la fracture sociale, de favoriser l'inclusion numérique et plus généralement de contribuer à un Internet plus solidaire, plus soutenable. Donc on retrouve plein de choses dedans, y compris des aspects nouveaux comme la sobriété numérique par exemple. Et pourquoi vous, à titre personnel, vous avez jugé intéressant de vous impliquer dans cette fondation au point d'en prendre la présidence? J'ai réalisé que toutes leurs valeurs, toutes les actions de cette fondation s'inscrivaient complètement dans ce qui moi me passionne. Je suis tombé dans l'inclusion numérique il y a assez longtemps en écrivant en participant à un rapport pour le Conseil national du numérique. Et puis depuis, c'est un sujet qui m'obsède. Et là, je trouvais des gens qui travaillaient là-dessus, qui bossaient sérieusement, qui dépensaient de l'argent pour travailler là-dessus. Donc, pour moi, la seule question, c'était est-ce que je pourrais être utile? Mais le but de la fondation est Mais effectivement vous quelque avez chose que je partage. une aspiration particulière? Est-ce que vous vous êtes dit: «Cette fondation, j'ai envie de faire quelque chose vraiment très concrètement là, en 2026»? Quelle est votre mission à vous, j'ai envie de dire personnelle, au sein de la fondation? Alors, modestement, je pense que la fondation fonctionne bien et j'ai pas envie de changer les choses. Par contre, je crois il faut être conscient de l'importance de cette fondation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste quand Mmh. même à un désengagement de l'État dans le domaine associatif. On voit ça de façon assez massive. L'État, mais aussi les collectivités territoriales et Pour des questions budgétaires? pour des questions budgétaires. Et les associations ont du mal. Donc il y a un vrai trou d'air. Et moi, ce que je vois comme rôle de l'association, et mon rôle modeste là-dedans, c'est participer à leur faire tenir le coup en espérant que c'est juste un trou d'air et que ça va redémarrer. Mais alors justement, si on parle du nerf de la guerre, l'argent, comment est-ce que c'est financé aujourd'hui, la fondation AFNIC? Ah, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que bon, l'AFNIC est une association elle-même Oui. qui joue un peu un rôle très important d'opérateur public entre le marché, le gouvernement et puis les utilisateurs, donc qui gèrent les noms de domaine. Mmh. Donc d'une certaine façon, les .fr et quelques autres noms de domaine. Et quand vous achetez un de ces noms de domaine, l'argent, euh, une partie importante de cet argent sert à financer la fondation, donc sert à financer D'accord. des efforts dans le bon sens, si vous voulez. D'accord et ça permet de on peut avoir le budget ou Alors financer oui, combien de projets? À quelle hauteur finalement, oui, vous pouvez placer vos ambitions? c'est important parce que par rapport à d'autres associations où j'ai pu travailler, le budget est important. Donc si pour donner un ordre de grandeur, donc sur 10 ans, la fondation Donc la fondation a 10 ans, La vient de fondation a fêter 10 ans, ses 10 ans. on a eu Oui. son anniversaire. Mmh. La fondation, en 10 ans, a dépensé plus de 13 millions d'euros pour à peu près 700 projets financés qui luttaient pour un Internet plus solidaire, par exemple. Donc c'est très significatif. C'est très significatif et c'est sur une gamme de projets. Alors, tous ces projets ont un point commun, c'est qu'ils utilisent le numérique pour faire le bien, entre guillemets. C'est-à-dire, je sais pas, aussi bien dans le médical que dans l'inclusion numérique, que dans toutes ces causes nobles pour rendre un Internet plus solidaire et plus juste, plus soutenable. Voilà, c'est là-dedans qu'on travaille. Il y a plus de 700 projets, donc c'est un gros truc quand même. Et donc vous, votre rôle, en tant que président finalement, c'est de sélectionner ces Alors, projets que la fondation va soutenir? non, vous me faites peur là. C'est un boulot énorme de sélectionner ces projets. Donc il y a des comités de sélection, on a des permanents, on a quelques permanents qui travaillent là-dessus. Donc mon rôle avec le conseil d'administration,
superviser tout ça, de donner un peu la direction. Mais les gens qui bossent vraiment, c'est pas moi, c'est les gens qui font vraiment le travail sur le terrain. Et alors, vous avez prononcé le mot de soutenable qui va au-delà, je dirais, de la mission de réduire la fracture numérique. Est-ce que ça, c'est une nouvelle direction qui a décidé d'être prise par vous ou par C'est la pas par moi, Fondation? c'était déjà pris par la D'accord. fondation. Donc il y a des aussi bien, c'est l'utilisation du numérique pour faire le bien, si on veut dire peut-être un Ouais, peu parce que qu'est-ce rapidement. que le bien, Voilà, c'est pour ça que c'est un Serge? peu Oui. bidon. Donc c'est plutôt, il faut plutôt décliner. Donc par exemple l'inclusion numérique, tout ce qui est lutte contre la fracture numérique, qui est quand même quelque Oui. chose de clé. Mais ça peut être aussi lutte pour une plus grande sobriété numérique, lutte pour corriger des biais, par exemple, ou je sais pas moi, des agressions sur Internet, ou tout ce qui va pas d'une certaine façon. Ben, là, je suis peut-être un peu trop général, mais c'est un peu le but de la Oui, fondation. parce qu'après, on a l'embarras du choix sur les causes qu'on veut défendre, parce que internet a quand même beaucoup changé depuis, les débuts, que vous avez connus. On a vécu, la plateformisation qui nous enferme dans des écosystèmes. Aujourd'hui, il y a le développement des chatbots, IA. Ça fait plein de nouvelles causes aussi auxquelles s'intéresser. Enfin, Oui, je ne sais alors pas si ça fera partie des combats, mais En tout cas, c'est des sujets qui sont très prenants pour nous. Donc, première chose qu'il faut peut-être dire, tout le monde en a conscience, c'est que le numérique est devenu partout maintenant. Enfin, le monde est devenu numérique, oui. pour prendre le slogan. Et donc, ne pas avoir accès au numérique aujourd'hui, être exclu du numérique, c'est devenu beaucoup plus pénalisant que ça l'était il y a 15 ans. Ou il y a 10 ans. Donc maintenant, peut-être qu'on a fait des tas de progrès. Il y a des tas de très belles associations comme Emmaüs Connect et d'autres qui travaillent là-dessus, Famille Rurale, qui travaillent là-dessus. Il y a plein de progrès qui ont été réalisés, mais aujourd'hui, les gens qui sont exclus sont peut-être encore plus exclus qu'avant. Donc le combat reste important. Et comme vous l'avez bien dit, il y a des sujets un peu nouveaux, l'IA étant un de ces sujets. Alors moi, je suis fondamentalement optimiste. Donc je pense que l'IA, à terme, va nous aider à lutter contre ces problèmes, notamment les problèmes d'exclusion. Donc oui, c'est un outil, mais aujourd'hui, ne pas avoir accès à l'IA, c'est déjà un handicap par rapport à ceux qui ont accès. Donc il y a une transformation qui a lieu dans le numérique Vous aujourd'hui. n'êtes pas du tout sur les sujets, de déconnexion, de lutte contre l'économie de l'attention. Vous vous dites: «Il faut déjà donner accès à tout le monde à l'outil» et on en est encore là. Voilà, pour moi, c'est le vrai sujet. Alors, il faut pas non plus dire qu'il n'y a pas de problème de trop grande connexion pour certains. Il y a des problèmes, il y a des problèmes de harcèlement pour les enfants, il y a des tas de problèmes qu'il faut régler et qu'on peut régler. Mais pour moi, le vrai problème, c'est comment on donne accès à tout le monde. Je veux dire, les gosses des banlieues, ils utilisent peut-être trop de jeux vidéo, j'en sais rien. Et de réseaux sociaux? Mais en tout cas, ils sont pas assez versés dans l'utilisation du numérique. Ils connaissent pas assez d'informatique, etc. Donc, pour moi, Le ce sujet de sujet-là l'éducation le sujet de au l'éducation est numérique, ouais. fondamental. On a fait des progrès avec maintenant l'éducation de l'informatique au Mmh. collège et au lycée, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et pour moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les gens qui sont pas assez formés au numérique, plus que d'être trop connectés. Et un exemple peut-être de projet, là, nouveau que vous allez soutenir? Juste pour donner un aspect concret Alors, à l'action de la fondation? je vais plutôt donner un exemple d'un projet qu'on soutient depuis un certain temps, qui s'appelle Mémo de vie, parce que ça inspire bien le côté Internet humain. Donc l'idée, c'est de donner une plateforme dans laquelle les gens qui sont victimes de violences peuvent aller mettre des photos, des vidéos, des audios, des témoignages, Des preuves, des c'est ça? certificats médicaux, etc. Des preuves qui pourraient être un jour peut-être utiles. Donc voilà, c'est au service des gens qui sont peut-être pas très connectés, mais qui ont besoin d'aide, une plateforme qui va les aider à garder toutes ces informations-là. Voilà, c'est une chose. Peut-être, alors, si on voulait vraiment donner quelque chose de plus récent, il y a un travail plus récent qu'on est en train de mener, c'est d'essayer de comprendre mieux l'efficacité des associations et des projets qu'on soutient. C'est-à-dire qu'on soutient les projets. Il y a un projet qui arrive, ça a l'air vachement cool, ça a l'air vachement bien, c'est superbe. Vous dites oui, oui, il faut le financer. Mais peut-être qu'à un moment donné, il faut s'arrêter en disant mais lesquelles marchent. Mmh. Et donc ça, il y a tout un travail là-dessus. Merci beaucoup Serge Abitboul et puis félicitations donc pour votre, nouveau poste, hein, de président de la fondation AFNIC et ça nous a permis de mieux la connaître. Merci d'en parler. Merci. Allez, ça continue. Nous, on enchaîne avec un débat sur l'arrivée du commerce agentique.
La bataille du commerce agentique est lancée. Pour en parler, deux invités, deux experts. Clotilde Chenevoix, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste économique spécialisée dans le retail. Vous êtes directrice de République Retail, qui est un média donc, qui anime tout cet écosystème. Et puis avec vous, Pascal Malotti, qu'on connaît souvent dans les débriefs, mais moins dans les débats. Et là, c'est vraiment votre sujet. Vous êtes directeur de la stratégie retail du groupe Valtech, qui est une agence en marketing spécialisée dans l'innovation par l'expérience. Alors Pascal, vous étiez à New York. D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, Clotilde, si vous y étiez aussi. J'ai été aussi à New York et on a fait quelques magasins ensemble. Ouais. On a même fait quelques magasins ensemble. Donc, vous avez compris, c'est l'événement où moi je n'étais pas, mais où tout le retail et l'écosystème retail était. Ça s'appelle la NRF, National Retail Federation. Et il y avait un autre invité. Et c'était le patron de Google. Et ça a été un petit peu la surprise, parce que pour la première fois, Sundar Pichai a fait le déplacement pour venir présenter quoi ? Son nouveau protocole pour le commerce agentique. Ça s'appelle UCP, Universal Commerce Protocol, donc un standard qui permet d'acheter directement dans les IA de Google. Pour l'instant, à terme, imaginons que ça puisse marcher dans d'autres chatbots. En tout cas, ce déplacement, c'était intéressant. Moi, je me suis dit, là, Delphine, là, vraiment, il faut que tu fasses un sujet parce que ça veut dire quelque chose. Mais j'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça révèle, selon vous, ce déplacement de Sundar Pichai à la NRF ? On va dire que Google avait raté deux choses dans sa vie. Le commerce, parce que Google Shopping n'a jamais été une menace pour Amazon. Le social, parce que Google+, c'est un cimetière. Et là, ils reviennent en force. Si Sundar Pichai est venu à la NRF, c'était la première fois qu'il venait en personne avec le CEO de Walmart. C'était pour gagner une bataille. Il veut profiter de l'avantage qu'il a actuellement sur ses concurrents directs. OpenAI est en difficulté. Ils viennent en plus d'annoncer une alliance avec Apple. Donc, c'est pour reprendre la main sur le commerce et utiliser comme cheval de bataille Gemini, dont on dit maintenant que c'est le LLM le plus performant sur le marché. Même analyse. Oui, puis ça vient apporter, pour compléter un peu, un nouveau canal de vente aussi. On sait qu'avec tout ce qui est l'IA générative, l'IA n'est pas nouveau comme techno, mais toutes les nouveautés qu'il y a eu là-dessus, Google vient avec une vraie nouveauté, une vraie rupture dans la façon d'acheter. Et les premiers chiffres montrent que en plus, les consommateurs sont vraiment prêts pour ça. C'est une révolution sur le sujet e-commerce, ça c'est certain. Et alors en plus avec une actualité française, puisque ça a été aussi l'occasion de dévoiler un partenariat entre le groupe Carrefour et Google autour de l'utilisation de ce protocole. C'est un premier distributeur important en France, mais c'est aussi une première pour l'Europe. Donc là, ça y est, on est vraiment en train d'enclencher la révolution du commerce qui se fera à travers les agents IA. Ça devient aussi concret que ça ? Alors, je pense que certains acteurs vont y aller très rapidement. Si Walmart l'a fait, Carrefour ne le faisant pas, il passait pour des gens à la traîne. Mais il y a pas de Carrefour dans la grande distribution. Oui, on parle de la grande distribution. Après, on parlera des marques. Ouais. Et les marques, je pense que c'est un discours totalement différent. Alors, je ne veux pas aller contre ce que vient de dire Clotilde, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne sont pas prêts à laisser un agent IA tout le processus d'achat, depuis la recherche, la comparaison, la recommandation jusqu'à l'acte d'achat. On a mis en place, en fait, une infrastructure pour des consommateurs qui ne sont pas là. Mais ça viendra, je dis. Pour moi, c'est une question de temps. Donc, pour l'instant, on optimise, la Big Tech optimise un tunnel que les utilisateurs ne veulent pas emprunter. C'est la stratégie de l'anti-fourvière. Voilà. Donc, mais moi, ça me rappelle, parce qu'on a beaucoup parlé du social commerce. C'est-à-dire, on voyait ça en Chine, on se disait, dans les réseaux sociaux, les gens, ils vont consommer. Ça a peut-être pris un peu de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la frontière entre l'e-commerce et le réseau social, elle est devenue floue. Ça risque d'être un peu pareil avec l'IA agentique. Ça va apporter des nouvelles choses. Les consommateurs, on a vu TikTok Shop quand même qui arrive à se faire une place assez conséquente, notamment aux US. En France, aujourd'hui, le commerce agentique n'existe pas encore. Il n'a pas été lancé. Les services, les tuyaux ne sont pas ouverts. Mais les façons d'utiliser l'IA ou juste des recherches, maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il y a quand même des choses. Et le parcours est assez simple. En plus, ça change les façons d'acheter. On va partir du besoin vraiment du client pour pouvoir lui trouver un produit qui va bien. Donc, je pense Après, il faut avoir confiance sur toute la chaîne, effectivement, de là à confier au chatbot. C'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, ce que dit le consommateur, c'est... La possibilité, finalement, de valider ma carte bancaire. Oui. Donc, le consommateur, je pense qu'aujourd'hui, en effet, il a besoin que l'IA l'aide à décider.
mais pas que l'IA décide à sa place. S'il n'y a pas ce bouton rouge, parce qu'il y a l'acte d'achat. Et puis ensuite, on le verra après, mais ça pose un vrai sujet pour les marques parce que ça les invisibilise sur une grosse partie du parcours client. Quelles sont les conséquences pour les marques? Est-ce que les marques sont prêtes? Est-ce qu'elles se disent, là, il y a une nouvelle opportunité ou attention, il va falloir qu'on réagisse? Enfin, est-ce que les marques sont au fait là, de cette transformation? Il y a 2 écoles. Il y a l'école US qu'on a vue à la NRF où ils sont tous en disant c'est une nouvelle opportunité, c'est génial, on va faire plein de choses avec Google. Et on voit d'ailleurs le nombre on parle de Walmart, mais Target est aussi associé. Et il y a plein d'autres marques américaines qui sont associées. Sur la partie France, on voit effectivement Carrefour qui a été là, il y a eu une annonce, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de concret. En France, les retours qu'on a pour discuter typiquement avec des gens du groupement Les Mousquetaires ou même de d'autres, c'est attention parce qu'on est plutôt aussi à se dire on ne connaît pas déjà cette techno, on va nous imposer un protocole, est-ce qu'on va maîtriser, comment ça va se passer? Là, côté français, on est un peu plus pessimiste, ou alors carrément, ils ne voient pas du tout l'avion, et ils se disent, c'est juste une autre marketplace qui va se créer, on a TikTok Shop, et on aura aussi des agents autonomes qui vont être sur des achats. Il y a la question de la relation client qui est très importante. Mais c'est vrai que là-dessus, je pense que la France n'a pas pris toute la mesure. Ouais, c'est peut-être encore un peu tôt. Puis en plus, il y a plusieurs protocoles, Pascal. En fait, Google, mais le protocole universel qu'a annoncé Google, oui, c'est ça, c'est universel, mais en réalité, toute la big tech est en train de monter ses propres protocoles. OpenAI avait dégainé il y a déjà plusieurs mois avec l'Instant Checkout. Copilot a lancé son propre protocole. Ça veut dire potentiellement demain que pendant mes heures de travail, je vais pouvoir faire du shopping à l'insu de mon plein gré. On le sait aussi, il y a Perplexity. On pourra peut-être parler du cas navigateur Comet parce que je pense que le sujet, peut-être que le protocole n'est pas le sujet. Le navigateur est le sujet. Mais on y reviendra. Amazon a monté... Pourquoi vous dites ça? Parce que demain, c'est le navigateur qui va prendre la main. C'est ce qui se passe avec Comet de Perplexity, qui prend la main sur l'ensemble de vos comptes. D'ailleurs, Amazon a mis en procès Perplexity parce que en fait, Comet se faisait passer pour un utilisateur de Chrome et allait scanner sur vos comptes Amazon pour faire vos achats sur Amazon. Vous imaginez pour Amazon qui va perdre potentiellement 56 milliards de revenus publicitaires si demain vous avez des agents IA. D'ailleurs, la stratégie d'Amazon, c'est de fermer à tous les autres agents IA pendant que ces derniers vont piller les catalogues produits de toutes les marques de la marketplace sans leur demander ou en leur disant si vous n'êtes pas content, vous faites de l'opt-out. Donc on voit bien que tous les acteurs de la big tech sont en train de mettre en place exactement le même type de protocole. Oui, et donc ça va être compliqué parce que s'il y a plusieurs protocoles, il n'y a plus de standard en fait, on est d'accord. Oui, c'est la bataille entre le VHS et le Betamax. Voilà. Reparlons là quand même. Donc avant de se lancer, il faut quand même peut-être un peu attendre. C'est ça que vous conseillez aujourd'hui aux e-commerçants? Alors, je garderais bien de faire des conseils, mais on sait que dans le retail, le mode test, il doit toujours être là. C'est compliqué parce que le commerce va pas très bien sur la France. Les dynamiques, on va dire, sont pas toujours bonnes, même si au global. Mais il y a tout un sujet data derrière, structuration de données qu'il faut absolument amorcer. Là, on parle de Google, mais après, il y aura d'autres choses qui vont arriver en termes de protocole. Qu'est-ce que ça change par rapport au e-commerce sur les données? Pourquoi c'est un sujet? Comme on vient d'un besoin, typiquement, sur un e-commerce, vous allez chercher dans un menu déroulant une robe. Donc là, c'est chez les e-commerçants, c'est classique. Là, vous allez sur un agent, vous allez pouvoir lui dire « je veux une robe noire pour un enterrement ou je veux une robe noire pour un dîner de gala ou je veux une robe noire business pour aller au boulot ». Ça peut être la même robe noire, sauf qu'en termes de données produits, si vous n'avez pas renseigné que cette robe, elle a plusieurs fonctions, sur les agents IA, potentiellement, elle ne va pas ressortir. D'accord. Donc ça, c'est des conséquences de changer. Donc c'est du nouveau SEO, c'est une nouvelle. On appelle ça le GEO. Le GEO. Alors, je pense qu'il y a différentes catégories de marques. Alors, je suis chez Valtech, donc c'est pas moi qui vais dire de ne pas le faire, parce que de toute façon, on va implémenter certaines de ces solutions dans le futur. Mais il s'avère que je travaille aussi avec différentes typologies de marques. Ouais. Pour certaines marques, ça signifie l'invisibilité. C'est-à-dire que sur toute la phase amont du parcours client, là où les marques avec le digital pouvaient voir les impressions, les clics, le temps passé, le panier d'achat, tout disparaît. Alors, ça ne sert à rien de parler de modèle d'attribution, il n'y en a plus. De personnalisation, puisqu'on dit que l'IA peut générer de la personnalisation, il n'y en aura plus non plus. Et la marque reverra réapparaître, finalement, l'utilisateur au moment de l'acte d'achat avec la transaction. La livraison, quoi. Et la livraison. Encore, Google a annoncé un partenariat pour livrer 40 millions d'Américains avec des drones.
Je me fais l'avocat du diable là pour le coup, mais peut-être que les marques vont se dire c'est pas grave si ça me rapporte un chiffre d'affaires supplémentaire en plus du e-commerce et de ce que je faisais avant dans mes boutiques. Mais c'est pas ce qu'on a vu à New York, c'est ça le sujet. Ah. C'est qu'on a vu deux mondes en parallèle. On a vu la NRF où il y avait les annonces Big Tech, voilà, on est en train d'optimiser le parcours client sur la phase amont. Et nous, on a vu la phase Retail Store, c'est-à-dire qu'on voit des marques qui investissent massivement dans des magasins. On a vu le nouveau store de Lululemon qui est avec un escalier sculptural, 1500 mètres carrés de concept branding, le logo qui est incrusté dans le sol et pas un écran. La technologie, elle est cachée. Donc le message, il est là, c'est que certains types de marques, finalement, vont devoir travailler sur le magasin parce que c'est le dernier endroit où la marque est auteur et pas sujet. Ouais. C'est le dernier endroit où la marque, finalement, maîtrise l'engagement, maîtrise son expérience, maîtrise finalement aussi la relation directe, c'est-à-dire la donnée first party, c'est-à-dire le programme de feed. Et c'est ça qui va être l'enjeu des marques, de fidélité, pardon. Donc, et c'est ça l'enjeu des marques. C'est bien sûr qu'elles vont sûrement remonter sur ces types de protocoles. Quel protocole, je n'en sais rien, sûrement l'ensemble, ou pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut créer pour la marque des relations directes le plus rapidement possible avec son consommateur. Parce que ça va changer l'expérience du consommateur lui-même. Est-ce qu'il va se poser la question de la marque? Parce qu'aujourd'hui, on peut demander à chercher une robe noire, mais parfois on demande d'une marque précisément. Il y a des attachements à la marque. Est-ce que ça risque de disparaître? Ça va être encore plus prégnant, c'est-à-dire c'est encore plus important de se dire je veux pas qu'on cherche une chaussure ou une bottine noire, je veux qu'on cherche telle bottine noire de telle chaussure parce qu'elle est trendy. Et on revient un peu à une logique de TikTok Shop où il y a aussi une logique de médias et de poids de la marque et comment je vais m'exposer. Sur les sous-vêtements, c'est Skims qui est ultra tendance en ce moment. Si on fait une recherche, on va aller chercher une marque. On veut pas un smartphone, on veut un Apple. Il y a des marques qui ont réussi et ça va être encore plus important pour ne pas perdre la relation. Le sujet, il va être pour les marques, il y a quelque chose, mais elles ont ce jeu-là. Là où c'est compliqué, c'est pour des distributeurs qui n'ont pas de marque propre, par exemple, et qui sont des temples de marque. Là, il va falloir créer encore autre chose. Et c'est pour ça que ça touche vraiment un peu tout l'écosystème. Et c'est en ça que le commerce agentique peut changer. Néanmoins, le commerce reste encore aujourd'hui à plus de 75% dans les magasins. Hors e-commerce, vous voulez dire? Le poids de l'e-commerce reste encore faible. Le taux de conversion de l'e-commerce reste encore faible. Même si pour moi, le commerce agentique peut permettre d'améliorer le taux de conversion quand même du digital. On était à plus que ça, vous voyez. Mais je suis étonnée. Sur les US, on était, je crois que c'était les chiffres, on était passé, ils étaient autour de 75. En France, un peu plus haut, on est plus proche des 80% de mémoire. Tout à fait. D'accord. Mais alors, je pensais justement au TikTok Shop, aux réseaux sociaux, au social commerce, la puissance des influenceurs et l'importance aujourd'hui dans l'acte d'achat. Eux aussi vont être finalement challengés par... pour d'autres raisons, parce qu'il y a trois mondes aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Alors, ils vont devoir apprendre à influencer les IA. C'est-à-dire que, en effet, dans un monde où tout est reproductible facilement, l'économie de la création est elle-même à risque. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais je pense que très rapidement, on va voir émerger des certificats d'authentification pour ce qui va être publié en ligne, pour indiquer... C'est pour ça que le magasin devient très important. Ce sera sûrement le dernier endroit où on sera capable d'authentifier finalement une production visuelle ou une production de vidéo. Donc ça, je pense comme on est capable de certifier aujourd'hui ou d'authentifier un produit de luxe qui serait vendu en seconde main, on va aller vers ces certifications. Mais en effet, pour la marque, le problème, c'est que sur l'agentique commerce, alors évidemment qu'il y a des contre-mesures, le GIO, l'AEO, on parle de tous ces éléments. Il faudra sûrement donner accès à ces stocks. C'est Answer Engine Optimization, parce qu'en réalité, les LLM deviennent des moteurs de réponse et pas simplement des moteurs de recherche. Donc, bien sûr qu'il va y avoir... Comment est-ce qu'on peut les influencer? Comment est-ce qu'on peut travailler son référencement dans les chatbots? Il faut le travailler pour espérer que le chatbot recrache ce que vous avez produit comme contenu sur votre propre site. Visibilité sur comment il fonctionne, comment il est nourri. Tout à fait. Voilà. Et sur les médias sociaux, d'ailleurs, on est dans un jeu où on maîtrise les contenus, mais les algorithmes décident de qui va les voir. Et en plus, il y a la médiation des influenceurs. Donc, on était déjà dans un monde où... les marques ont appris à payer les influenceurs. Tout à fait. Oui, puis sur TikTok Shop, c'est très, très bien organisé. Et toute l'économie repose là-dessus. Complètement. Mais c'est encore un monde à part.
Et je ne sais pas comment le monde social va lui-même réagir face à cette profusion de contenus fabriqués par de l'IA générative et évidemment à l'ère de l'agentic commerce. Alors, on peut imaginer quand même que sur ces chatbots IA apparaissent de la pub, des contenus sponsorisés. On peut l'imaginer. Oui. En réalité, c'est même déjà le cas, un business model. Tout à fait. Et je pense que c'est la fin de l'histoire. On va sûrement reconstruire un monde comme on l'avait dans le search, mais qui sera beaucoup plus abouti par rapport à ce que peut faire la technologie. Mais je pense que d'ailleurs, OpenAI a annoncé qu'ils vont tester un modèle hybride sur leur chat GPT, parce qu'aujourd'hui, leur situation est intenable en termes de... On devrait retrouver nos petits, enfin, les marques et les... les retailers ont peur de devoir repayer comme des Google Shopping, des Google Ads, des coûts d'acquisition énormes, et c'est plus Google, c'est toujours Google, mais c'est sur son agent. Je vous demandais, parce qu'on a dit qu'il y avait plusieurs protocoles, on a parlé de Google. Il n'y a pas du tout d'opérateurs européens dans ce domaine pour l'instant. C'est un vrai sujet, ça, sur la souveraineté en fait de ce type de solution. Pareil, en discutant avec des dirigeants, on a un GE carte bancaire pour toute la partie bancaire paiement qui a été faite, qui là est européen, qui a permis d'être une alternative à Visa, Mastercard. Et la question se poserait de se dire sur les agents, est-ce qu'il faudrait créer le GIE commerce agentique? C'est des choses qui sont en train de regarder par rapport à la souveraineté, par rapport aux annonces que fait Trump, où on sait que peut y avoir des coups politiques qui viennent se remélanger et un peu perturber l'économie. Donc c'est un vrai sujet en débat actuellement au sein du retail. Néanmoins, il faut que ce soit Europe, donc avant que ça bouge, ça peut être un petit peu long. Il y a beaucoup de gens sur le sujet, mais est-ce que ça aboutira? Je ne sais pas. Un conseil, et puis Google, Pascal, Google part de 650 millions d'utilisateurs sur Gemini, plus de 50 milliards de fiches produits qui ont été accumulés sur Google Shopping. Les commerçants en ont marre de dépendre toujours des mêmes et qu'on cherche d'autres solutions. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil là, à tous ceux qui nous regardent, les retailers? Bien travailler leur écosystème de marque, continuer à... Alors évidemment, se préparer pour l'agentic commerce. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut refuser l'obstacle. Donc tout ce qui va être autour du GIO, repenser la page de produits détaillés parce que les pages sont statiques aujourd'hui. Donc l'intelligence artificielle générative peut aider d'ailleurs sur tout ce qui est visuel, vidéo, repulper les textes. Donc là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais alors, encore une fois, c'est travailler sur l'intégralité de vos écosystèmes en incluant le magasin. C'est véritablement le dernier endroit où vous maîtrisez 100% de votre histoire et l'authorship est essentiel. Et j'ajoute un autre élément. La Big Tech veut nous faire croire qu'éliminer toutes les frictions fait du sens, mais c'est pas vrai. Parfois, la friction scénarisée, intentionnelle pour une marque crée de la valeur. Entre le sac Birkin et vous, il y a quelques dizaines d'obstacles. Et c'est ce qui fait finalement toute la rareté de l'expérience Hermès. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Pascal Malouty, directeur de la stratégie chez Valtech, et Clotilde Chenevoix, directrice de Médias République chez République. C'était Smart Tech, une émission que j'ai le plaisir de vous présenter, de vous proposer, qui est préparée avec moi par Émilie Roche et réalisée par les équipes de Bismart. On se retrouve très vite d'ailleurs sur la chaîne, pas plus tard que demain. Bonne journée à tous.